Bonjour, aujourd'hui on vous propose de parler d'alimentation intuitive et inclusive avec Mary Macarian, diététicienne exerçant au Québec. Sur les réseaux, on voit pas mal de contenu circuler sur ces sujets-là. C'est quelque chose qui est devenu un peu tendance et comme toute tendance, on observe des dérives et des incompréhensions sur ce qu'est véritablement l'alimentation intuitive. Du coup, dans cet épisode, on s'est dit qu'on allait creuser le sujet en cherchant d'abord à définir ce qu'est réellement une pratique de la diététique intuitive et inclusive. Ensuite, on fera le point sur tout ce que n'est pas l'alimentation intuitive, en essayant de déconstruire les idées reçues que l'on peut avoir à son sujet. Et puis, enfin, on se demandera quelle est la place du diététicien dans tout ça et comment mettre ça en pratique dans ses consultations. Allez, générique ? Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Et oui, c'est vrai que moi, je t'ai découverte parce que tu as un compte Instagram qui s'appelle Nutrition Inclusive, c'est ça? Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui m'a interpellée et du coup, j'ai découvert ton contenu qui est beaucoup autour de l'alimentation intuitive et ça me plaisait bien. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi une pratique inclusive et puis pourquoi c'était important pour toi de mettre ça en avant spécifiquement sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y a deux côtés beaucoup. Oui, c'est sûr, l'alimentation intuitive rentre là-dedans parce que j'ai l'impression que c'est encore quelque chose qui est peu connu. Je veux dire, ici aussi, on en parle beaucoup, les nutritionnistes, mais c'est quelque chose qui est mal compris parce que les gens sont pas habitués de juste manger selon leur envie, leurs signaux de faim et tout. Donc, on est toujours habitué d'entendre des règles par rapport à l'alimentation, à la nutrition. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux démystifier un peu puis montrer que ça peut toucher beaucoup de choses dans notre alimentation. De un. La deuxième partie, je pense que en tant que nutritionniste, on est vraiment dans des relations d'aide. Donc, c'est important de voir le portrait global des gens puis de trouver aussi des astuces qui vont fonctionner dépendamment de plein de choses, que ce soit leur métier, leur culture, leur façon de vivre. Donc, c'est très, très large. Puis, dans la dernière année, en tout cas, avec tout le mouvement, on a plus parlé de racisme et tout dans la dernière année. Puis, j'ai l'impression que ça implique aussi les professionnels de la santé dans le sens qu'on peut pas seulement donner des recommandations de l'alimentation qu'on a appris à l'école parce que ce qu'on apprend avec nous, en tout cas, le guide alimentaire canadien et tout, c'est très, très basé sur la façon de manger en Amérique du Nord, mais ça tient pas toujours compte des autres cultures. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça en tête et de se dire que, par exemple, on apprend que le riz brun, c'est meilleur que le riz blanc, mais pour certaines cultures, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner. Donc, il faut aller aborder d'autres sujets, chercher d'autres endroits où on peut améliorer dans l'alimentation. Donc, je pense que c'est un peu ces deux choses. Donc, ouais, c'est pour toi, inclusif, c'est de prendre vraiment le patient dans sa globalité, y compris sa culture, et du coup, de lui donner des recommandations qu'il va pouvoir réellement mettre en pratique en fonction de ce qu'il fait, peut-être déjà, de ses habitudes, et lui proposer des choses cohérentes avec ce qu'il est, quoi, finalement. Oui, puis je dirais, puisque oui, c'est sûr que j'ai passé beaucoup d'années ici, donc ça fait 15 ans qu'on est au Canada, mais de l'autre côté, dans ma maison, la nourriture, ça a toujours été de la nourriture traditionnelle arménienne, ou en tout cas un peu un mélange des deux, je dirais, donc je vois à quel point c'est important, puis l'alimentation, ce sera jamais juste de l'énergie ou des calories qu'on met dans notre corps, ça va tellement au-delà de ça, donc c'est très, très important de garder le tout, puis d'en être conscient dans nos consultations aussi. Ouais. Et donc, pour toi, quelle est la différence entre nutrition inclusive et nutrition intuitive? Ben, je dirais, c'est sûr que ça va pas nécessairement ensemble, dans le sens que si on parle d'alimentation intuitive, puis je pense qu'on va en parler davantage sous peu, mais l'alimentation intuitive, c'est vraiment un type d'alimentation qui est basé sur 10 principes, qui rejette la culture des diètes, qui va plus chercher la connexion qu'on a avec les aliments, donc d'écouter un peu d'écouter nos envies, d'écouter ce que notre corps dit au lieu de se fier sur des règles extérieures. Puis, la nutrition inclusive, je pense que même si tu as une pratique qui est disons, centrée sur la perte de poids, tu peux quand même faire de la nutrition inclusive et
et vraiment prendre le patient, le client dans sa globalité, dans toutes ses particularités. Donc, je pense pas que c'est nécessairement deux choses qui vont toujours aller ensemble. Je dirais que dans l'alimentation intuitive, tu n'as pas le choix d'être inclusif aussi, oui, justement, de prendre le client dans tout, mais tu pourrais être inclusif sans nécessairement aborder l'alimentation intuitive, si ça a du sens, oui. Ouais. C'est ça. Et alors, effectivement, nous aussi, je pense que ce soit la Belgique ou la France, on entend beaucoup parler de l'alimentation intuitive ces dernières années. Et justement, le fait que ça se démocratise un peu, qu'on en parle beaucoup, moi, je trouve que petit à petit, il y a des influenceurs ou même des professionnels de santé qui peut-être reprennent le terme en surfant un peu là-dessus et sans aller au bout en fait et d'expliquer clairement ce que c'est que l'alimentation intuitive. Donc est-ce que tu peux nous réexpliquer brièvement ce que c'est l'alimentation intuitive et peut-être est-ce que on peut dire ce que ce n'est pas, parce que je pense qu'il y a parfois vraiment une confusion dans ce que c'est réellement l'alimentation intuitive, quoi. Oui, ben j'ai apporté mon livre aussi. Si jamais vous avez la chance, je pense que ce livre-là n'a pas été traduit en français, mais c'est... Oui, si, il a été traduit il y a quelques mois. Je viens de je l'ai reçu moi il y a quelques semaines. Il a été traduit en français, ouais. Parfait. Bon, ben c'est sûr que là, les gens ne le voient pas nécessairement, mais c'est le livre Intuitive Eating, donc j'imagine... Ouais, ben on mettra le lien du coup du livre. C'est l'alimentation intuitive, hein, c'est nommé comme ça. Oui, j'avais l'impression qu'il n'avait pas été traduit parce que je sais que l'autre anti-diète a été traduit en français, mais je n'étais pas au courant pour lui, donc c'est une bonne chose. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre. Ouais. Que tu t'intéresses à la nutrition ou non, c'est vraiment important, mais l'alimentation intuitive, c'est 10 principes en général. Ça vient du fait que on le voit un peu que les diètes qui sont restrictives ou n'importe quelle tentative de perdre du poids qui est très, très restrictive ne va pas fonctionner à long terme. Donc, c'est un peu une solution de rechange à tout ça, quelque chose qui peut fonctionner à long terme et qui ne te fait pas sentir comme dans une prison ou dans quelque chose de trop restrictif, enfin. Donc, la première chose à faire, c'est un peu de rejeter toute la culture de diète, de réaliser que la culture des diètes est présente vraiment partout, je veux dire, n'importe où, autant dans les conversations des gens autour de nous, dans les magasins, dans les publicités en ligne. Donc ça, c'est la première partie. Puis quand tu dis, si je t'interromps, quand tu dis culture de diète, c'est culture de régime, hein? C'est bien. Oui, c'est la culture, ça, oui, culture de régime. Régime amaigrissant, quoi, oui. Culture de diète, donc c'est de réaliser que c'est un peu partout, mais que c'est devenu tellement banal pour nous parce que c'est comme la seule chose qu'on connaît, si on veut. Puis après ça, les autres principes, si on veut, parce que c'est pas des règles, c'est vraiment des principes parce qu'on veut que ça s'éloigne des régimes, disons. C'est d'explorer un peu qu'est-ce que tu aimes manger en tant qu'humain? Si on retire toutes les règles que tu entends dans l'alimentation, qu'est-ce que toi tu aimes manger? D'observer un peu aussi c'est quoi tes signaux de faim, c'est quoi tes signaux de satiété, au lieu de juste écouter quelqu'un qui te dit que tu dois manger cette quantité ou telle quantité. Donc, c'est vraiment de te retrouver avec toi-même. Et c'est quelque chose de beaucoup plus difficile que ce qu'on pense, parce que si tu as été élevé un peu dans cette culture de régime, c'est pas vraiment intuitif, disons, de commencer à manger intuitivement, puis de te faire confiance. Donc, c'est complexe. Puis, c'est vraiment dans la bienveillance aussi, donc autant pour ce qui est de l'alimentation que pour l'activité physique. Donc, c'est de faire des choses qui, oui, tiennent compte de la santé, mais aussi tiennent compte de ton bien-être à long terme, parce que c'est ça qui est important. Donc, il n'y a pas de règles alimentaires, de portions à mesurer. C'est aussi de comprendre qu'il n'y a aucun aliment qui est vraiment mauvais à la base. Donc, c'est une question d'équilibre. Puis, n'importe quel humain va atteindre l'équilibre à un moment donné s'il se fait assez confiance. Puis, c'est de se débarrasser aussi de l'emprise que certains aliments ont sur nous, comme on a l'impression que si on se permet de manger ce qu'on veut, on va seulement manger du chocolat, des chips, des boissons gazeuses, alors que non, à un moment donné, ton corps atteint l'équilibre après du travail. Puis c'est ça un peu le danger là-dedans, c'est que certaines personnes l'interprètent comme si c'était juste de manger quand t'as faim, d'arrêter quand t'as plus faim. Alors après, c'est facile pour certaines compagnies de régime et tout de s'approprier le terme, puis j'ai l'impression que tout le monde l'utilise un peu n'importe comment, ce qui peut nuire aux gens, mais aussi nuire un peu à la réputation de l'alimentation intuitive, qui, elle, est basée sur la science, là, plutôt.
chez vous? Est-ce que là, tu m'as dit que vous avez le livre et tout, est-ce que ça se manifeste de plus en plus? Oui, de plus en plus, mais c'est vrai que je disais, il y a souvent des dérives, dont celle-ci, effectivement, que tu cites, qui est le fait que ça se transforme en régime des sensations alimentaires, en fait. Il faut manger quand on a faim et s'arrêter quand on n'a plus faim. Et si on en fait une règle stricte, en fait, et que si tu manges par envie, mais que t'as pas faim, c'est la culpabilité et que t'es en dehors de la règle. Voilà, c'est pas du tout ça, quoi, l'alimentation intuitive. Il y a aussi, je trouve, la dérive de penser que il faut s'accepter absolument comme on est. Ça aussi, c'est une injonction qui est pas du tout, en fait, dans l'alimentation intuitive. C'est pas du tout le message que cherche à faire passer l'alimentation intuitive ou le body positive, d'ailleurs. C'est pas du tout ça, en fait, hein. C'est juste être accepté, en fait, par les autres comme on est. Et non, mais voilà, c'est pas s'accepter à tout prix. C'est aussi être OK quand ça va pas, et aussi accepter que notre corps, il nous plaît pas, aussi accepter que ce surpoids, il nous convient pas, être OK avec ça, en fait. C'est pas forcément aimer son corps quoi qu'il arrive, quoi. C'est pas ça l'alimentation intuitive, je crois. Et il y a cette dérive qui peut être fait, quoi. Mm-hmm. Et toi, Élise? Et moi, je t'avoue que c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Je n'ai pas lu le livre. Donc oui, je connais voilà, les messages bateaux voilà, qui passent dans mon quotidien. C'est un sujet que je n'ai pas du tout travaillé pendant mes études. On en parle un petit peu en réunion de GDI, mais voilà, ça se limite. Voilà, c'est vraiment très bref, je vais dire, comme approche. J'en ai pas parlé avec Marion, mais c'est tout. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse et je pense que la lecture du livre vraiment va pouvoir être bénéfique, en tout cas dans ma pratique. Maintenant, moi, ce qui me questionnait quand même par rapport à ça, c'est voilà, parce que par rapport à nos études, où on est dans des calculs de rations, où on est dans les chiffres, où on est dans les grammages tout le temps, quelle est la place, tu vois, de la diététicienne par rapport à cette alimentation intuitive? Parce que là, tu disais, oui, on n'est plus du tout là-dedans. Est-ce qu'on est encore dans une démarche de perte de poids ou pas? Est-ce qu'il y a des règles d'alimentation équilibrée qui se passent, des messages d'alimentation équilibrée qui passent, ou plus du tout? Et donc, voilà, moi, j'étais un peu en contradiction avec ça, en disant, mais tiens, où est la place de la diète là-dedans? Mm-hmm. C'est sûr que c'est très, très confrontant parce que nous aussi, on n'en a pas beaucoup parlé dans nos études. Donc, moi, j'ai eu 2 invités qui sont venus nous en parler. Puis, c'est sûr que ça a piqué ma curiosité. Puis, l'alimentation intuitive, j'étais quand même pour, dans le sens que moi, j'ai jamais eu une vision très, très restrictive de l'alimentation. Puis, la façon que moi, je mange depuis que j'ai une relation saine avec les aliments, c'est très, très libre. Ça n'a jamais été de calculer des portions et tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui venait me rejoindre quand même. Mais c'est sûr que ce qui m'avait choqué le plus, c'était les études sur le poids, donc la grossophobie et tout. C'est vraiment pas quelque chose que je m'étais demandé dans les dernières années. Donc, c'est sûr que ça a ouvert un nouveau champ de recherche et d'intérêt vers la fin du baccalauréat. Donc, c'est là que j'ai commencé à plus lire par moi-même, puis en voir aussi sur Instagram. Je dirais que quelqu'un qui pratique seulement en alimentation intuitive, parce qu'il y en a ici, et qui vont aussi avoir les valeurs de... Je ne sais pas si c'est reconnu aussi en Europe, mais ça s'appelle HAES, donc Health at Every Size, comme la santé à tous les poids, si on veut. Moi, j'ai découvert ça à travers des diététiciennes québécoises, effectivement, mais c'est du coup un courant que j'ai découvert par les comptes de diététistes, quoi. Oui. Mais en fait, c'est 2 courants qui vont un peu ensemble. Donc, c'est de comprendre que ça ne veut pas dire que en ce moment, avec le poids que tu es en santé, mais c'est plutôt que avec n'importe quel poids, tu peux quand même entreprendre des actions qui t'amènent à la santé sans avoir comme objectif de perdre du poids. Donc, moi, c'est vraiment ça qui est venu me chercher parce que, je veux dire, toute notre approche est un peu basée sur le poids. On apprend comment c'est un gros facteur de risque, mais c'est de relativiser le tout puis de comprendre que oui, le poids a un impact sur la santé. Ça a un effet un lien de corrélation avec la santé. C'est un des facteurs de risque, mais c'est pas le seul. Et ce qui va vraiment aider les gens, c'est de commencer des habitudes de vie qui vont les aider à long terme et qui vont être faciles à garder, plutôt que de juste avoir un objectif de poids sur la balance ou un certain chiffre à atteindre, parce que c'est là que
ça fonctionne pas toujours, qu'on a des frustrations, puis ça peut mener aussi vers des troubles alimentaires. Donc, je dirais qu'une personne qui pratique vraiment juste avec l'alimentation intuitive et le Health at Every Size, les clients qui vont aller la voir, donc c'est pas vraiment pour perdre du poids, c'est des clients qui ont déjà tout essayé dans la vie et qui savent que ça fonctionne pas pour eux, donc ils veulent avoir un peu de fraîcheur, ils veulent aller avec une autre approche. Puis après, je dirais que quelqu'un qui fait plus de perte de poids, peut-être plus en Belgique, comme Élise le disait, c'est quand même possible de s'informer sur l'alimentation intuitive et de mettre quelques concepts aussi, puis de voir plus loin que juste l'alimentation, mais aussi la relation qu'on a autour des aliments. Donc, je pense que les deux peuvent se faire un peu en même temps. Puis c'est sûr qu'en ce moment, avec la pratique que j'ai, donc j'envoie des clients qui viennent pour la perte de poids. Ça peut être confrontant, mais c'est d'y aller un peu avec ce que le client veut, mais de leur envoyer des messages d'alimentation intuitive tout au long de nos rencontres. Puis tu sais jamais, ça se peut qu'ils perdent un peu de poids, mais qu'ils réalisent aussi que oui, c'est important d'aimer les aliments qu'on mange, c'est important de s'écouter et tout. Donc, ça peut se faire les deux en même temps, mais c'est très, très difficile parce que, comme vous le dites, ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on apprend depuis des années. Oui. Ouais, après, pour autant, dans l'alimentation intuitive, de ce que moi j'en comprends aussi, c'est que on ne nie pas la relation entre la qualité de ta nutrition et les maladies. En fait, on sait qu'il y a un lien entre ce qu'on mange et puis notre état de santé. Et je crois que ce lien, il est pas nié dans l'alimentation intuitive. C'est simplement, comme tu disais, de pas prendre comme paramètre uniquement le poids, en fait, parce que on sait que le régime en tout cas, ou aussi la perte et la prise de poids, le fameux yo-yo, ça aussi, ça a des effets sur la santé. En fait, on s'est rendu compte que de faire du yo-yo, ça avait des effets néfastes sur notre santé cardiovasculaire, par exemple. Donc, en fait, on a juste mis en lumière aussi que le régime, l'effet yo-yo, ça avait des conséquences néfastes sur la santé. Donc, il faut faire autrement, en fait. Il faut chercher à avoir un autre focal, en fait, que le poids, quoi. Oui, donc oui, puis comme Élise avait dit, donc c'est vraiment pas d'enlever. On a notre place en fait là-dedans parce que oui, la nutrition va toujours être importante. Puis c'est sûr que moi j'avais fait une publication là-dessus. Je sais pas si Marion tu l'avais vu, mais c'est un peu de voir que tout ce qu'on dit sur la nutrition, oui, c'est vrai qu'il faut manger des fruits et des légumes, c'est vrai qu'il faut manger des grains entiers, c'est vrai qu'il faut boire de l'eau, mais c'est pas des règles alimentaires, puis ça va si pendant que tu es en train de dîner, t'as pas vraiment envie de légumes cette fois-ci, c'est pas la fin du monde, tu vas pas en mourir nécessairement, mais c'est de comprendre que oui, il y a certaines façons de manger qui sont meilleures, mais qui peuvent être intégrées dans un style de vie qui est libre, qui est pas restrictif et dans lequel tu te sens bien, puis que la santé aussi, premièrement, la définition de la santé est différente pour chaque personne. Puis plusieurs façons de manger peuvent fonctionner aussi pour être en santé, donc il n'y a pas juste une vision. Oui, tu peux vouloir perdre du poids, mais c'est de comprendre aussi que peut-être que ton corps est fait ainsi que tu pourras jamais perdre du poids, mais que c'est possible d'être en santé. Ouais, je pense que c'est beaucoup de se questionner, de réfléchir un peu au message qu'on fait passer. Je te dirais que par rapport au poids et tout, nous, on en a parlé un peu dans mes cours, justement. Dans les cours, on a parlé plus d'alimentation intuitive et de grossophobie. Quelque chose que je m'étais jamais vraiment demandé, mais d'où est-ce que ça vient, l'indice de masse corporelle? Puis finalement, on voit que ça n'a pas été inventé pour être utilisé en santé et pour des individus. Puis nous aussi, tu vois, dans nos cours, on l'a vu que c'est plus pour des populations que pour des individus, mais pourtant, on nous a appris de l'utiliser sur des individus, donc ce qui est un peu incohérent. Mais après, c'est de voir que la plupart des gens qui sont considérés comme un poids plus élevé selon l'indice de masse corporelle, en fait, ces gens-là vivent plus longtemps, ils sont plus en santé que si tu prends la partie des gens qui sont dans le poids santé. Donc, et pas dans le sens qu'il faut être gros pour être en santé, mais dans le sens que finalement, ça veut rien dire sur la santé. Donc, moi, c'est toutes des choses qui sont vraiment... oui. C'est très confrontant, donc c'est normal d'être fâché puis de se poser des questions. Oui. Est-ce que tu aurais des comptes justement à nous suggérer, alors des comptes Instagram ou même, je sais pas, des outils, des choses qui t'ont aidé, des groupes qui t'aident à cheminer justement là-dessus, ou des livres, pourquoi pas? Ouais, si je te suggère des comptes, je sais que tu en suis déjà, donc des comptes québécois, c'est lesquels que, si tu t'en rappelles un peu, c'est lesquels que
que tu suis en ce moment? Alors moi, il y a le groupe Équilibre que je suis sur Instagram. Je les ai pas en tête forcément. Peut-être qu'on les mettra dans la barre d'infos. J'en suis beaucoup. Moi, je trouve que c'est là pour le coup, c'est l'avantage des réseaux sociaux, quoi. C'est vraiment moi, ça m'a ouvert aussi sur d'autres pratiques, sur d'autres choses qui existaient. Et je trouve que c'est vraiment le gros avantage des réseaux sociaux. Tu vois, aujourd'hui, on peut te rencontrer et voir comment ça se passe au Québec. C'est génial, quoi. Ah oui, clairement. Puis si vous connaissez des comptes dans vos deux pays qui vous inspirent beaucoup, j'aimerais les connaître aussi, c'est sûr. Donc oui, il y a le groupe Équilibre, Nutrition positive, Manger en harmonie. Elle, c'en est une qui s'est vraiment spécialisée en alimentation intuitive, qui a fait la formation aussi. Il y a une formation qui est donnée par... qui a commencé par celles qui ont vraiment commencé le mouvement d'alimentation intuitive en 1995. Donc, c'est une formation qui est donnée par elle. Donc, elle l'a fait. Puis après, elle a offert une formation aux nutritionnistes au Québec. Donc, c'était une formation d'environ 9 heures, je crois. Ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Puis, c'était vraiment séparé en composantes. Par exemple, la science du poids, un peu plus comment mettre l'alimentation intuitive en pratique. Donc, c'est des choses qui ont beaucoup aidé. C'est la formation dont tu parles, c'est la formation pratique inclusive, je crois, c'est ça, ça s'appelle comme ça. Et c'est ouvert aussi à des diètes en France ou en Belgique. Hein. Moi, je me suis inscrite pour la session de décembre. Je crois que c'est pas. Il y a des périodes pour s'inscrire. Je sais que plusieurs diètes françaises que je suis aussi sur les réseaux et belges aussi l'ont fait cette année aussi. C'est comme ça que j'ai découvert ça. Et ça me plaît bien. C'est du e-learning en plus, donc c'est accessible effectivement. Et du coup, j'ai regardé ça et je me suis inscrite pour la prochaine session. C'est cool que tu sois inscrite. Mais c'est sûr que tu vas apprendre beaucoup de choses. Puis, quand moi, je l'ai fait, c'était la première fois qu'ils la donnaient. Donc, j'imagine qu'ils ont apporté des modifications. Puis, ça va être encore mieux quand toi, tu vas le faire. Je vais penser à d'autres comptes que je pourrais vous envoyer aussi. Mais c'est sûr que Instagram, c'est une belle place pour rencontrer des gens, pour apprendre. Pour les livres, Élise, ça va être ton devoir de lire l'alimentation intuitive. Ça se lit très, très bien. Ouais. Anti-diète, je ne l'ai pas acheté par contre, mais je pense que c'est un des livres que je compte lire. Un autre que j'ai ici, lui, je ne sais pas s'il a été traduit, c'est Body Respect. Ok, je sais pas, ça me dit rien en tout cas. Ouais, de Lindo Bacon, donc lui non plus, je l'ai pas encore lu, mais c'est un de ceux que j'ai acheté. Puis sinon, un des podcasts qui est bon aussi, un podcast avec deux nutritionnistes québécois, c'est On s'appelle et on déjeune. Ouais. T'en as entendu parler? Ouais, moi du coup j'aime bien, j'écoute et j'avais même fait sur le blog mon suivi diète, j'ai fait nos podcasts préférés et ils en font partie parce que je trouve que c'est toujours hyper intéressant, c'est des sujets toujours intéressants, des réflexions que j'ai pas forcément moi en tout cas dans ma pratique et du coup je trouve à chaque fois que ça m'apporte beaucoup, donc ouais j'aime beaucoup ces deux nutritionnistes, c'est très très intéressant ce qu'ils font. Oui, c'est très varié, puis ça dure environ 30-45 minutes. Ouais. Je sais qu'ils ont fait des épisodes, ils ont été invités dans d'autres podcasts aussi, donc si j'y pense, je vais pouvoir vous écrire les noms. Puis, j'ai pas encore écouté des épisodes de votre podcast, mais c'est sûr que je vais en faire, je vais en écouter pendant mes vacances, puis pour en apprendre un peu plus aussi sur comment ça fonctionne. C'est ça. Mais... j'ai l'impression que, comme tu dis, si l'alimentation intuitive est en train de prendre de l'ampleur, ça se peut que ça s'installe un peu plus, mais c'est pas non plus... Disons qu'il y a des gens qui ont pris quelques concepts de l'alimentation intuitive, mais qui ont quand même continué, disons, leur pratique qui est plus centrée sur la perte de poids, parce que c'est ce qu'ils font depuis des années. Puis si ça, c'est de faire attention aussi à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que, comme tu dis, ça peut être interprété comme des règles alimentaires aussi, et puis c'est de comprendre que par exemple, quand on parle de faim et de satiété, oui, idéalement, c'est bien de manger quand on a faim, puis c'est bien de s'arrêter quand on se sent confortable, mais c'est aussi de voir que dans certains contextes, ça peut être différent. Donc, si tu vas dans un restaurant où t'es jamais allé, ça se peut que tu manges au-delà de ta satiété parce que tu voulais essayer des aliments que t'as jamais vus dans ta vie, puis
c'est normal. Là. À la limite, au prochain repas, tu vas moins manger parce que tu auras moins faim aussi. Donc, mais tout à fait. En fait, l'alimentation intuitive, c'est beaucoup aussi d'apprendre à se connaître, en fait, d'observer, de tester, d'expérimenter des choses. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans l'acte, en fait. Les thérapies comportementales, c'est ça, en fait. Hein, aussi, c'est d'apprendre à se connaître, de tester des choses. Et c'est le processus, en fait, qui est important. Et c'est pas des règles supplémentaires. Et comme tu le dis, en fait, il y en a qui détournent ça. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant qu'on mette des comptes qui sont bien d'alimentation intuitive si certains qui nous écoutent veulent aller creuser le sujet pour vraiment avoir des références solides en matière d'alimentation intuitive, quoi. Oui, c'est sûr que ça va être pertinent. Puis c'est sûr qu'ici, je ne sais pas comment c'est de votre côté, mais ici, les nutritionnistes sont de plus en plus présentes aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dirais que avant, le problème, c'est qu'il n'y en avait pas assez, puis c'était les autres personnes qui parlaient de nutrition et qui partageaient de la fausse information. Puis on dirait que d'un coup, toutes les nutritionnistes sont sur les réseaux sociaux. Surtout avec la pandémie, on avait plus de temps libre. Donc des fois, ça peut être... Ça peut être vraiment beaucoup, mais en même temps, chacun a son grain de sel et sa façon d'apporter l'information. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose que les professionnels s'emparent aussi des réseaux pour faire passer ce genre de message et justement peut-être pas laisser la place aux influenceurs ou à ceux qui sont pas professionnels, en tout cas, de parler de l'alimentation et du coup de s'emparer de ces sujets-là. Je pense que c'est bien d'avoir les comptes des professionnels qui réajustent peut-être les choses et arrivent avec des bases plus solides, quoi. Oui, exact. Donc, je pense on peut seulement s'attendre à des choses positives dans le futur pour notre profession. En tout cas, je l'espère beaucoup. Complètement. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour du coup de ce qu'on voulait se dire, en tout cas aujourd'hui. C'était super intéressant, donc merci à toi. Merci beaucoup à vous. C'était une chance de vous rencontrer. Puis si jamais je viens en Belgique ou en France bientôt, écoutez, je vous écrirai un petit message. Bienvenue. Et puis, du coup, on invite ceux qui nous écoutent à aller découvrir ton compte Instagram, donc Nutrition Inclusive. Et puis, on mettra nos comptes aussi Instagram. Donc, c'est Élise Bricou et Marion Diététicienne. Élise, je te suivais pas encore, donc je vais aller voir ton compte, ça c'est sûr. Écoutez, merci encore. C'est sûr, c'est difficile de terminer, mais bonne journée ou bonne soirée pour vous. Puis, on continue à se suivre sur les réseaux sociaux. Un tout grand merci, Méry. C'était très enrichissant. Voilà, ceci clôture notre interview en 2 parties avec Méry, en espérant que ça vous ait plu. De notre côté, on est ravis d'avoir fait cette rencontre. Un grand merci à Méry pour ses échanges, pour son temps et sa générosité. Vous pouvez retrouver Méry sur les réseaux, sur son compte @nutrition.inclusive. On mettra comme d'habitude tous les liens dans la description. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez encourager le podcast à se faire connaître, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à partager l'épisode autour de vous. On vous dit à très vite entre 2 passions.